Bonjour Pascal Trefengui. Salut, comment vas-tu? Ça va? Nickel. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un personnage très atypique, qui a beaucoup d'audace, qui dit ce qu'il pense, qui est pour moi un immense intellectuel, qui a écrit beaucoup de livres, qui a des idées et qui les assume, ce que j'aime beaucoup, malgré que je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur toutes ses positions. Mais j'ai vraiment tenu à l'inviter pour qu'il puisse être découvert par le public de notre chaîne Evolution TV. Voilà. Donc, Pascal, je te laisse te présenter un petit peu à notre public. Ok. Je Alors, t'en je suis, prie. ouais. Alors, je suis Pascal Trefengui, j'ai 53 ans. Alors, je suis à la fois connu du public francophone et du public arabophone parce que j'ai eu aussi un livre en arabe classique qui a été édité, qui a rencontré du succès au Moyen-Orient. Alors, ma particularité, c'est que du côté de ma mère, je suis algérien, D'accord. euh, avec aussi bien des gens des Arabes que des Kabyles, hein. Et en fait, un peu toutes les composantes de l'Algérie, hein, parce en Algérie, on s'est toujours mariés entre nous, hein, il n'y a vraiment eu de barrière, on est tous des sangs mélangés et des frères, hein, de cœur en Algérie. Et puis du côté de mon père, je viens d'une des plus vieilles familles aristocratiques de France, donc une vieille famille bretonne qui remonte jusqu'au XIIIe siècle, mais on a quelques éléments qui nous disent qu'on est venu d'Angleterre au 8e siècle, au moment des invasions, qu'on a pris refuge donc avec un saint chrétien en Bretagne, et puis donc on est resté au même endroit pendant presque 1000 ans. Voilà. D'accord. Super. Et par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est que apparemment, tu es t'as plusieurs religions. Tu es juif, tu es chrétien, tu es musulman. Explique-nous ton concept. Comment tu. Tu es En même, je fait, crois, bouddhiste. autour du prophète Mohammed, la paix sur lui, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des zoroastriens, et il y avait des bouddhistes. Par exemple, ça a continué dans l'islam, puisque par exemple la ville de Bagdad, elle a été construite par un calife musulman, mais il y avait un financier qui était zoroastrien, un architecte qui était chrétien, des techniciens qui étaient bouddhistes. Donc la propriété de l'islam qui synthétise toutes les religions qu'il y a eu avant, hein, puisque c'est... Et aujourd'hui, on est rentré dans l'âge de la connaissance. Par exemple, ça c'est quoi ça? C'est le nouveau siège d'Apple. Ouais. C'est le nouveau siège d'Apple à Cupertino. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. C'est une petite plaisanterie à 4,5 milliards. Hein. Ils sont riches, les mecs. Ça vous montre à quel point ils sont riches d'ailleurs, puisque c'est plus grand que le Pentagone. C'est plus grand que le Pentagone. Ça ne dépense pas autant, mais c'est plus grand. Et on peut faire tenir le Pentagone à l'intérieur. Quand ils téléphonent à leur banque, les mecs d'Apple, pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, la banque, elle répond quoi? Bon. Voilà, c'est créditeur, déjà. Ça, c'est un bon point. La banque, elle répond, votre compte est créditeur. Il y a du liquide. Votre compte est créditeur du PIB du Qatar, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. 220 milliards de dollars. Bitch. En cash, pour une boîte qui a été créée dans un garage. Apple, ils ne vendent pas du pétrole. Hein. Apple n'est pas ExxonMobil. Ils ne vendent pas du pétrole, les mecs. Aujourd'hui, Facebook vaut 3,5 fois Total en bourse. Enfin, c'est même passé à 4 fois maintenant. Facebook vaut plus de 400 milliards en bourse aujourd'hui. Hein. Total vaut 92. Total, une société créée en 1927. Facebook créé en 2004. Facebook vend des données. Total vend du pétrole. La donnée est beaucoup plus chère que le pétrole aujourd'hui. Si vous vendez de la donnée, vous êtes un nouveau pétromonarque. C'est pour ça que Google est aussi riche. Apple, alors vous allez me dire, oui, ils vendent des machines physiques, mais les machines physiques qu'ils vendent, elles valent beaucoup plus cher que leurs composants pris séparément. Et les composants valent beaucoup plus cher que la matière première prise séparément. Et le différentiel entre la matière première et la machine finie, c'est de la connaissance. C'est de la marque, du marketing, des brevets, de la connaissance. C'est immatériel.
L'économie immatérielle, il faut bien comprendre, elle a toujours été là. L'économie de la connaissance, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, de l'huile d'olive ou même de la monnaie. L'être humain échangeait le feu. Donner le feu à une tribu, c'était lui donner de la connaissance, lui apprendre à pêcher, lui apprendre où cueillir. Les hominidés, même avant Homo sapiens sapiens, ont échangé des savoirs bien avant d'échanger de la monnaie. Simplement, nous, on ne voit pas cette dimension immatérielle. L'économie immatérielle, elle a toujours été là. Il est impossible d'avoir une activité économique sans connaissance. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une activité économique si à un moment donné, il n'y a pas quelque part de la connaissance qui est mobilisée. Simplement, nous, les humains, on a un cerveau de primate. Notre cerveau, il a évolué pour voir d'abord le monde tangible, le monde matériel. Parce que c'est le monde matériel qu'on peut manger, ou qui peut nous manger. Donc l'évolution nous a vraiment forcé à voir d'abord le monde tangible. Et c'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus chiant à regarder que l'art figuratif. Parce que l'art figuratif, c'est concret, notre cerveau comprend tout de suite. L'art abstrait, ça nécessite un effort. L'abstraction nécessite un effort intellectuel. Ça ne signifie pas qu'elle est impossible. La dimension abstraite de l'économie, elle a toujours été là, simplement, on a tendance à l'ignorer parce qu'elle nous demande un effort intellectuel. Si je reviens à ce siège-là, quand ils l'ont construit avec Norman Foster, parce qu'on ne se refuse rien, eh ben, ils voulaient que ça évoque la corbeille de fruits de l'Amérique, qui était le nom de la Californie. La Californie est un État agricole. Bien avant Hollywood, la Silicon Valley, les jeux vidéo ou même l'astronautique, la Californie était un État agricole. C'est encore là-bas qu'on fait le meilleur vin d'Amérique du Nord. Il faut la faire super vite ici. Donc ils ont replanté les abricotiers au centre et tout pour rappeler que la Silicon Valley, avant, c'était des vergers. Ça, c'est une influence du campus d'Apple. À votre avis, c'est quoi ? Ça, c'est Bagdad. Je vous avais parlé de la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad. Ça, c'est Bagdad, du temps de Charlemagne, ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références. Et c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un bon astrolabe, ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet, donc ça se voyait en bas de bilan. C'était les computers de l'époque. Et il fallait les mettre à jour, figurez-vous. Il fallait aller à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. Donc il y avait le logiciel et le matériel, exactement comme maintenant. C'est de là que vient le mot algorithme. C'était la latinisation d'un mathématicien arabe de l'époque qui s'appelait Al-Khwarizmi et qui a été latinisé en algorithmie. C'est de là que vient le mot algèbre, al-jabar. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de là que vient le mot alcool et le mot alambic. Si. Ouais, les savoirs se sont perdus après. À mon grand regret, vous vous en doutez bien. Donc, c'était la capitale mondiale des mathématiques. Et c'était une ville totalement cosmopolite. Vous aviez toutes les religions, vous avez le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était juif, le deuxième architecte était zoroastrien, le financier était chrétien et le maître d'œuvre était bouddhiste. Putain, c'était une autre époque. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche, puissante et influente que Bagdad après. Beaucoup plus. Là, vous avez Bagdad qui ne creuse pas le sol. Pétrole, il s'en foutait complètement. Là, Bagdad ne creuse pas le sol. Bagdad creuse le ciel. Ils se sont installés en plein désert, parce qu'en plein désert, on voit très bien les étoiles. Donc, si vous voulez être la capitale mondiale de l'astronomie, c'est là qu'il faut être. The place to be. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond ? Vous savez, dans Le Petit Prince, il y a le gars qui compte les étoiles. Il va compter longtemps. Il y a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie seulement. Il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc 400 milliards fois 1000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Ouais, vous allez compter longtemps, il n'y a pas de problème. Revenons à cette idée qu'on pourrait creuser le ciel. L'économie de la connaissance. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. Imaginez une économie où 1 et 1 font 3, littéralement. Imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Ça ne veut rien dire, mais on va le démontrer quand même.
Bon, pour l'instant, ce que je vous raconte, c'est de la bullshit, hein, on est d'accord. Si je me pointais dans votre bureau, j'ai une super idée, une économie dont la ressource est infinie, et 1 et 1 font 3, et puis qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Je dirais, écoute, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Tu fileras ton nom à la RH quand même. Puisque c'est le sceau des prophéties. Donc normalement, l'islam, il reconnaît toutes les prophéties qu'il y a eu avant le prophète Mohammed, qui ont été, le Coran dit, il y a des sagesses qui ont été révélées au peuple au fur et à mesure de l'histoire. Donc normalement, le dispositif intellectuel de l'islam, c'est un discours de paix et un discours d'ouverture, c'est-à-dire que ce qu'on ne va pas trouver dans le Coran ou dans la tradition islamique elle-même, on va aller les chercher dans les autres traditions. Par exemple, on voit, par exemple, dans le Coran, il y a des Juifs, comme par exemple Daoud, le roi David, et puis il y a aussi des Hébreux, comme Moïse, et puis il y a aussi des gens qui étaient des Sumériens, comme Ibrahim, donc le prophète Abraham pour les chrétiens. Donc l'islam, ça n'a jamais été une religion sectaire, au contraire, c'est une nouvelle révélation inédite, nouvelle, avec une loi très facile, sociale, très facile à pratiquer, et en même temps tout l'héritage de tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'islam, il n'y aurait jamais eu l'Occident. Parce qu'après la chute de l'Empire romain, les Occidentaux, ils ne savaient même plus faire du ciment, ils vivaient dans des huttes, ils vivaient comme les peuplades d'Asie centrale. Les Francs, c'était vraiment des barbares, ils se battaient à coups de hache, ils construisaient des huttes comme les Gaulois. Et ce qui est le miracle de la civilisation occidentale avec Charlemagne, c'est qu'il est en contact avec le califat de Bagdad et que le calife de Bagdad va lui envoyer des savants, va lui offrir une horloge, va lui apporter des mathématiciens, des philosophes. Donc à la base du renouveau de l'Occident après la destruction de l'Empire romain, c'est les musulmans. C'est-à-dire que si les musulmans n'avaient pas donné toute cette science qu'il y avait avant eux et leur propre science à eux, s'ils n'avaient pas apporté toutes les règles de l'islam, l'Occident ne serait pas la superpuissance qu'il est maintenant. Et je vais même dire une chose supplémentaire, j'ai fait des études de droit et un de mes sujets de thèse, c'était l'apport de la charia islamique au code civil. Et donc, c'était mon devoir de maîtrise, d'histoire de droit, d'histoire du code civil. Et j'ai montré dans mon devoir, c'est un devoir de 900 pages, comment Napoléon, quand il a voulu construire le code civil, il est allé chercher la charia telle qu'elle était pratiquée par les Ottomans et tous les codes de loi des Ottomans. Et il y a des parties entières du code civil français qui ont été copiées sur le code ottoman. Donc, l'islam... La charia, simplement. Ils l'ont copié sur la charia. Charia. Alors, Idriss Aberkan, il fait plusieurs conférences en disant que l'ami de toujours de la France, c'est l'islam. Effectivement, l'ami de toujours de la France, c'est l'islam. Les musulmans ont toujours été les partenaires de la monarchie française. Il n'y a qu'avec la Révolution française et la colonisation qu'on est devenus ennemis. Mais on a toujours été des frères. On s'est aidés, les musulmans nous ont beaucoup aidés à reconstruire notre civilisation après l'échec de l'Empire romain. Et c'est la même chose avec les Juifs. Les Juifs, ils ont apporté... Les Juifs qui vivaient dans le monde islamique, ils ont été persécutés par des chrétiens fanatiques en Espagne, mais ensuite ils sont venus en France. Et tout le grand boom intellectuel, donc on a un premier boom au 8e siècle grâce aux musulmans, et on a un deuxième boom au 11e, 12e siècle grâce aux Juifs. Donc c'est tous les Juifs séfarades qui ont été élevés dans l'islam, qui parlent arabe, qui ont la culture islamique, mais qui parlent aussi hébreu, qui vont donner ce deuxième boom avec Saint Louis, le roi de France, qui donne le boom de l'essor des cathédrales, etc. Les maçons musulmans et juifs qui viennent de l'Espagne des Omeyyades, c'est eux qui vont construire les grands monuments de Toulouse, Saint-Cernin, etc. Tout est copié sur l'art islamique. Donc, vouloir enlever l'islam de France, c'est comme enlever les os de la France. Vouloir enlever les Juifs de France, c'est comme enlever le système nerveux de la France. Alors peut-être il restera des liquides, mais il restera pas grand-chose. Donc on est trois grandes civilisations, la civilisation juive, la civilisation chrétienne, la civilisation musulmane. On est des frères, on est des enfants d'Ibrahim, d'Abraham. On est là pour construire ensemble. Et on y est toujours arrivé dans l'histoire. Il n'y a que des moments où on a eu des problèmes entre nous, c'est quand il y a quelqu'un qui a mis la zizanie. Et quelqu'un qui a mis la zizanie entre les chrétiens et les juifs et entre les chrétiens et les musulmans, c'est les Anglais. Voilà, et les Romains. Les Anglais, c'est les successeurs des Romains. Là, si tu le permets, on parlera de ça dans la deuxième partie de notre interview. Ok. Donc nous, nos civilisations, elles sont frères, elles sont sœurs. Donc la civilisation juive, elle a aidé la civilisation musulmane à se construire. Avec les judéo-nazaréens, par exemple, Jésus, il avait un demi-frère qui s'appelait Jacques,
Et Jacques, il a créé tout un groupe spirituel qui a continué pendant plusieurs siècles. Et quand il savait que le prophète Mohammed allait apparaître, parce qu'il y avait une prophétie chez les chrétiens, dans l'évangile de Saint Jean, il s'est annoncé la venue du prophète Mohammed comme successeur de Moïse, de Moussa. Et donc, ces chrétiens de Moussa, ouais. Moussa. Ouais, en arabe, ou on dit Moussa, ouais. Et donc, ces chrétiens-là, ces juifs qui sont devenus chrétiens, ils attendaient le prophète Mohammed, et quand le prophète Mohammed est apparu, ils l'ont reconnu tout de suite, et sont tous convertis à l'islam. Mais, pardonne-moi, parce que tu dis aussi que tu es juif aussi, tu es juif, enfin, tu es hébreu, hein, tu es d'ascendance aussi hébreu, tu descends d'une petite branche, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Mon arrière-grand-mère, elle était, donc, quand il y a eu la destruction du temple, il y a les Kohanim, donc ils étaient de la tribu des Lévis, c'était ceux du temple, ils se sont réfugiés en Grèce, et ils ont été déportés d'abord à Rome, et après ils se sont répartis dans l'Empire romain. Donc mon arrière-grand-mère, elle vient d'une vieille famille grecque qui s'appelle les Athénas, mais qui, eux, ont toujours dit qu'ils étaient des descendants des Kohanim. Ils étaient des Lévis qui s'étaient réfugiés là au moment de la destruction du temple. Donc ils étaient assez connus, voilà, pour ça. Et puis donc moi, mon arrière-grand-mère, elle pratiquait le judaïsme, elle était juive. Et donc quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, eh bien, j'étais élevé comme un juif, voilà. Alors mon père, il était chrétien catholique, donc avec mon père, j'ai été élevé comme un chrétien, j'ai fait l'école chez les chrétiens, et ma grand-mère, elle était musulmane, et comme j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans pratiquement, eh bien à 7 ans par exemple, j'ai parlé plus arabe, je parlais mieux l'arabe que le français, voilà. Parce que ma grand-mère, elle parlait tout le temps arabe, elle me parlait un peu l'arabe des montagnes, un peu mélangé d'ailleurs, un peu. Ouais. Darija, ce qu'on appelle le Darija. Exactement. Voilà. Alors ça me fait que c'était pas possible d'écrire pour moi en arabe classique parce que c'est trop différent. Mais donc ma grand-mère, elle m'a complètement élevé dans l'islam. Tu maîtrises un petit peu le berbère, le kabyle? Tu parles un petit peu? Non, zéro. Zéro. Mais il me reste des choses. Il y a des choses qui reviennent. J'ai 53 ans alors depuis l'âge de 7 ans. Et ça, on a oublié de le préciser. Tu vis au Brésil, hein? Tu n'es pas en France, tu n'es pas en Algérie, hein? Tu vis au Brésil actuellement. Enfin, je vis la moitié du temps, au Brésil, la moitié du temps au Maroc. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Pascal, j'ai envie de. Parce que moi, j'étais découvert dès le début, et un des trucs qui m'a un peu intrigué, c'est on va dire, tu as été victime, disons les choses, d'une grosse persécution. Oui. Je te demande pas de prendre 50 minutes pour nous en parler, mais juste fais-nous, si tu peux, un petit résumé, parce que moi-même, personnellement, quand je t'ai entendu dans une de tes vidéos, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, on peut faire ça à un homme ici en Occident et ça passe comme ça? Donc, voilà, je t'en prie. Alors d'abord, les vieilles familles aristocratiques françaises, on a toujours été persécutées par la République française. C'est-à-dire où on se laissait faire par eux, hein, et on gardait nos châteaux. Mais à partir du moment où on n'était pas d'accord avec eux, ils nous ont volés, ils nous ont exterminés, ils nous ont persécutés, ils nous ont harcelés. Ça a toujours duré, toujours duré. À l'école, c'était pas